Une vieille maison, vide. Les murs fissurés, le parquet qui grince sous le poids du silence. Lumière jaune et tremblante. Le vent souffle à travers une fenêtre entr'ouverte. Voix off, douce, grave. On dit que les maisons gardent les secrets. La mienne en portait trop. Il suintait par les murs, s'accrochait aux poutres et murmurait dans les soupirs du bois. Mais personne ne voulait entendre. Pas ma mère, pas mon grand-père, pas même moi, pendant longtemps. Pause, silence tendu. Puis la voix reprend. Ce film ne parle pas d'un crime. Il parle d'un système. Un système invisible, fait de silence, de regards fuyants, de portes qu'on ne frappe jamais. Il parle d'un héritage. Un héritage que personne ne veut, mais que tout le monde transmet. Pas dans les mots, mais dans les silences. Pas dans les gestes, mais dans les absences. C'est une histoire comme tant d'autres. Mais aujourd'hui, je refuse de la taire. Aujourd'hui, je fais parler les murs. Montée de la musique lente, inquiète. Une silhouette traverse un couloir vide. Elle s'arrête devant une porte. Main hésitante sur la poignée. Voix off. Si vous attendez un monstre, vous serez déçus. Les monstres, chez nous, avaient des visages aimants. Et des voix rassurantes. Mais ce n'est pas leur visage que je viens exposer. C'est leur silence. Écran noir. Titre, le silence sous les fondations. La voix off commence. Calme. Presque neutre. Voix off. Je suis né dans une maison sans livre. Une maison où l'on parlait peu et où l'on obéissait beaucoup. Mon père décidait. Ma mère se taisait. Et moi, j'essayais juste d'exister sans déranger. Image floue en noir et blanc, une petite fille qui regarde par la fenêtre, un père en uniforme ou en bleu de travail, une mère qui essuie une assiette, regard vide. Il n'y avait pas de cri d'enfant ici. Rire, courir, poser des questions. Tout cela était vu comme de l'insolence. J'ai appris très tôt à marcher doucement, à respirer sans bruit, à disparaître dans les coins. Un retour en plan fixe sur un petit lit, dans une chambre grise. Mes premiers souvenirs? Être giflé pour avoir parlé trop fort. Être enfermé dans la cave parce que j'avais cassé un verre. Être ignoré pendant des jours parce que j'avais demandé « Pourquoi ?» On ne disait pas « Je t'aime ». On disait « Tiens-toi droite ». On ne posait pas la main sur l'épaule. On levait la main pour corriger. Image d'objet, une cuillère en bois, une ceinture accrochée, une armoire verrouillée. J'ai grandi comme on dresse un chien. Pas pour qu'il soit heureux, mais pour qu'il ne morde pas. Pour qu'il obéisse. Pour qu'il ne gêne pas. Il avait 16 ans. J'en avais 9. C'était l'âge où l'on commençait à me laisser avec lui quand les parents sortaient. Il disait « Ton frère va veiller sur toi ». Je n'ai jamais compris pourquoi le mot veiller pouvait faire si mal. Image floue, un couloir vide, un regard dans l'entrebâillement d'une porte. Au début, c'était des jeux. Des jeux où je ne riais pas. Puis c'était des mains qui entraient là où elles n'avaient pas le droit. Des gestes que je n'osais pas nommer. Je figeais. Je disparaissais dans ma tête. Je devenais une poupée qui n'avait plus de corps. Plan rapproché, un lit mal fait, une ombre qui passe, un doigt sur des lèvres, silence imposé. Il disait que c'était normal, que j'étais spéciale, que je devais me taire. Et moi, je me taisais. J'étais une enfant bien dressée, soumise, obéissante. Je n'avais aucun mot pour ce qu'il me faisait. Juste un ventre noué, un corps qui ne m'appartenait plus. Plan figé sur le visage de la mère. Immobile. Dans la cuisine. Elle regarde ailleurs. Ma mère savait. Pas tout, peut-être. Mais elle savait. Le regard qu'elle fuyait quand je rentrais de la chambre. Les silences trop longs. Elle a choisi de ne pas voir. De ne pas entendre. Et moi, je me suis tue. Parce qu'on m'avait appris que le silence protégeait la maison. Voix off, voix d'adulte. Calme et chargée. Un jour, j'ai osé. Je l'ai dit à une institutrice. Juste une phrase. Pas même un mot complet. Il me touche. Image, la main de l'enfant tremblante tend un papier froissé à l'enseignante. Elle m'a regardé. Longtemps. Puis elle m'a dit de me taire. De ne pas salir la réputation de ma famille. Et le lendemain, j'étais punie. Une gifle. Une retenue. Parce que j'avais menti. Parce que j'avais osé. Plan. Une croix au mur, les bancs d'église vides. Je suis allée à l'église. Pas pour prier. Pour comprendre. Le prêtre m'a parlé du péché, de la tentation, de l'obéissance. Il m'a dit que parfois, les femmes provoquent sans le savoir. Que le silence est une forme de vertu. Alors j'ai compris.
qu'il n'y avait pas de refuge, pas de justice, pas d'oreille qui écoute. Et surtout, personne ne viendrait. Plan lent, la fillette en uniforme d'école, dans un coin, dessinant un carré noir au crayon. J'ai commencé à rêver d'un trou. Pas pour m'échapper, mais pour m'y cacher. J'étais vivante, mais déjà enterrée. J'avais 16 ans, et un ventre que je ne pouvais plus rentrer. Pas un enfant, une bourbe, une honte, celle qui devait exploser ma famille. Plan, la mère lui donne une robe trop large. Le père, silencieux, tourne le dos. À la maison, le mot enceinte n'a jamais été prononcé. Ils ont dit, elle a mangé trop de pain. Puis, elle partira chez une cousine, à la campagne. Mais il n'y avait pas de cousine. Juste une clinique. Loin. Froide. Anonyme. Image. Un long couloir blanc, une porte qui claque. On m'a fait signer une fausse déclaration. Je ne connaissais pas le nom qu'on avait mis. Ni le père, ni la date, ni même mon prénom. J'étais devenue un silence légal. Plan. L'adolescente haletante, seule sur un lit médical. L'accouchement, je m'en souviens comme d'un naufrage. Pas de main, pas de voix, pas de visage. Juste une lumière blanche qui brûlait les yeux. Et un cri. Le seul que j'ai entendu de lui. Plan serré, des bras emportent un nouveau-né. On entend la pluie dehors. On me l'a pris avant même que je le voie. Pas un regard, pas un mot. Ils ont dit que c'était mieux pour tous. Pour lui, pour moi, pour l'honneur. J'avais 19 ans. Et rien. Pas d'argent. Pas de papier. Pas de nom, vraiment. Mais j'avais enfin quelque chose que je n'avais jamais eu, le choix. Celui de partir. Image. Paysage défilant par la fenêtre d'un car, pluie sur les vitres. Je suis descendu là où la route finissait. Une petite ville sans nom, grise, discrète. J'ai demandé une chambre. Et la vieille dame de l'auberge m'a dit: « Tu peux rester, si tu nettoies les draps. » Plan. Une cuisine simple. Une femme âgée sert un bol de soupe. Le silence rassure. Elle s'appelait Marguerite. Elle ne posait pas de questions. Elle m'a appelée Lucie. Et j'ai dit oui. Lucie. C'était doux. C'était neuf. Plan. Main qui récure le sol, puis frotte les vitres. Un rythme quotidien. Femme de ménage. Ce n'était pas un rêve. Mais c'était propre. Et personne ne me touchait. Personne ne criait. Et le soir, je dormais sans peur. C'était tout ce que je demandais. Image. Un carnet où elle écrit Lucie pour la première fois. J'ai acheté un carnet. J'ai écrit mon nom. Lucie. Pas la fille du silence. Pas la fille du crime. Juste Lucie. Une fille qui voulait respirer. Et que personne ne regarde. La peur ne disparaît pas avec le changement de nom. Elle s'installe sous la peau, dans le regard qu'on baisse, dans le cœur qui s'accélère sans raison. Lucie, c'est ainsi qu'elle s'appelle désormais, vit avec cette peur comme d'autres vivent avec une cicatrice, discrète, mais profonde. Elle travaille. Elle est ponctuelle. Silencieuse. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, et elle s'arrange pour que personne ne demande. L'auberge est devenue son refuge, son monde. Mais un jour, un client régulier, un homme discret, lui adresse la parole. Il ne pose pas de questions. Il ne veut rien. Il lui dit simplement qu'elle a l'air fatiguée. C'est la première phrase bienveillante qu'on lui adresse depuis des années. Et elle ne sait pas comment y répondre. Peu à peu, il s'apprivoise. Il lui parle de ses lectures, de ses promenades, de sa solitude aussi. Il ne la touche pas. Il ne la presse pas. Il attend. Et elle, pour la première fois, découvre qu'on peut être regardé sans être dévoré. Mais le contact physique lui reste insupportable. Sa peau se tend. Son corps se ferme. Elle veut aimer, mais son passé l'enferme. Alors elle fait un choix. Elle adopte un enfant. Pas un bébé. Une petite fille de 5 ans, abandonnée. Brisée, elle aussi. Deux solitudes qui se croisent. Et là, dans cette chambre modeste, au milieu des dessins maladroits et des peluches fatiguées, Lucie comprend. Aimer, ce n'est pas toujours toucher. S'éveiller, écouter, rassurer. Elle découvre les gestes qu'on ne lui a jamais appris. Caresser les cheveux mouillés après le bain, chanter doucement avant le sommeil, consoler sans poser de questions. Et pour la première fois, elle se dit: je ne suis peut-être pas née pour être aimée, mais j'ai appris à aimer. La nuit, Lucie ne dort plus. Elle s'assoupit et aussitôt le plafond se fend, éclair d'un passé qu'elle croyait enterré. Un plancher qui grince,
une porte qui claque, l'odeur rance d'un couloir sombre. Elle se réveille en sursaut, sueur froide, poings crispés, incapable d'expliquer à la fillette qui accourt pourquoi maman tremble. Le jour, tout déclencheur devient menace. Un rire masculin trop fort, la caresse accidentelle d'une manche dans l'autobus, même la sonnerie d'une cloche d'église. Son cœur s'emballe, ses oreilles bourdonnent, le présent se brouille, l'hier s'impose. Elle comprend qu'aimer son enfant ne suffira pas, il lui faut réparer ce qui saigne encore à l'intérieur. Mais comment chercher de l'aide sans risquer de perdre l'anonymat patiemment construit? Elle trouve une psychologue dans la ville voisine, spécialisée dans les traumatismes. Séance du lundi matin, à l'heure où l'auberge dort encore. Elle prend le premier quart, casquette baissée, lunettes sombres. À la porte du cabinet, elle signe Madame L, un initial, pas de nom, pas d'adresse complète. Je ne suis pas folle, répétait-elle à la thérapeute. Je suis cassée. Réparez-moi, mais en silence. Chaque semaine, elle vide son sac de souvenirs en miettes. La professionnelle reconstitue le puzzle, le viol, l'inceste, la grossesse volée, la fuite. Lucie écoute ses propres mots comme si une étrangère les prononçait. La douleur est si grande que parfois elle fuit la séance, traverse la rue, vomit derrière l'arrêt d'autobus. Puis elle revient, s'excuse, recommence. À la maison, impossible de parler. Alors elle écrit. Des pages et des pages, nuit blanche, mots griffonnés à la hâte. 15 ans odeur de whisky, voix qui dit « tu es la moi point ». Chaque cahier, numéroté, date et heure, se range sous le matelas. La fillette grandit, Lucie aussi, dans ces lignes où elle refuse que sa mémoire soit un tombeau. Lucie reçoit une lettre recommandée, cachet officiel, en plein mois de janvier. Son frère est mort. Accident vasculaire. Enterré sans cérémonie. On lui annonce qu'elle est l'unique héritière. Une maison. Celle qu'elle avait fuie. Celle dont elle pensait ne jamais revoir les murs. Elle hésite. Mais l'enfant qu'elle a adopté est adolescente désormais. Lucie a besoin d'argent. Alors elle décide de retourner, juste pour vendre. Pas pour revenir. Le train traverse des campagnes grises, nues comme ses souvenirs. À l'arrivée, personne ne l'attend. Elle loue une voiture, roule vers ce village où chaque pierre semble la reconnaître. Le clocher, le carrefour, le chemin de terre. La maison est là. Même volet, même portail. Le jardin est envahi d'herbes folles. Les rosiers de sa mère sont morts depuis longtemps. Elle entre. Odeur de renfermé, de moisi, de silence figé. Chaque pièce est un piège à mémoire. La cuisine où sa mère pleurait en silence, la chambre d'enfant où elle comptait les secondes pour ne pas crier. Mais c'est la trappe de la cave qui l'attire. Elle descend les marches en bois, poussiéreuse, branlante. La lumière de sa torche balaie les murs. Rien n'a changé. Le sol de terre battu. Le vieux banc. Et au fond, les chaînes. Encore là. Rouillées. Sombres. Fixées à un anneau métallique, à hauteur d'un enfant. Elle recule d'un pas. Elle tremble. Mais elle ne fuit pas. Plus maintenant. Elle remonte, referme la porte. Elle ne dormira pas ici. Mais elle ne vendra pas non plus. La maison ne mérite pas d'abriter d'autres silences. Elle décide de la faire raser. Avant cela, elle reviendra une dernière fois. Avec un photographe. Pour garder une preuve. Pas pour elle, mais pour celles qui viendront après. Lucie rentre chez elle après avoir rasé la maison. Un champ vide à la place du cauchemar. Mais dans sa tête, rien n'est vide. Les images reviennent. Les bruits aussi. Alors elle décide de parler. Pas pour se venger. Pas pour accuser. Mais pour empêcher l'oubli. Elle commence par sa fille adoptive, maintenant adulte. La jeune femme l'écoute, mais avec cette distance que seuls les enfants protégés peuvent avoir. C'est horrible, maman. Mais c'est fini maintenant, non? Elle en parle à un médecin. Il l'écoute. Il prend des notes. Il lui donne des antidépresseurs. Elle contacte une association d'aide aux victimes. On lui répond qu'il est trop tard pour un dépôt de plainte. Plus de preuves. Plus de témoins. Plus de coupables vivants. Elle va voir un journaliste local. Il l'écoute, curieux, puis demande. Mais vous avez des documents? Une preuve? Un enregistrement? Elle secoue la tête. Il ne rappellera jamais. Alors elle écrit. Un soir, devant son ordinateur. Elle ouvre un blog. Non anonyme. Aucun visage. Aucun détail précis. Juste un titre. La cave n'était pas vide. Elle raconte par fragments. Pas toute la vérité d'un coup, elle ne le pourrait pas.
mais un souvenir, une scène, un rêve. Chaque semaine, un petit morceau. Peu de gens lisent, mais quelques commentaires arrivent. Des femmes, des inconnus. Elles écrivent, moi aussi. Je n'ai jamais osé le dire. Vous mettez des mots que je n'ai jamais trouvés. Lucie comprend alors que même si personne ne veut entendre, quelqu'un, quelque part, avait besoin de lire. Un matin de janvier, Lucie reçoit un appel inattendu. Une association locale de femmes victimes a lu son blog. Elles organisent une rencontre dans un petit gymnase de province. Rien d'officiel. Rien de spectaculaire. Juste un micro, des chaises et des femmes qui savent. Elle hésite, puis accepte. Ce jour-là, il pleut. Elle arrive en avance, main tremblante, cahier serré contre la poitrine. Dans la salle, une soixantaine de femmes. Jeunes, vieilles, silencieuses. Certaines croisent les bras. D'autres regardent le sol. Mais toutes sont là pour écouter. Lucie monte sur la petite estrade. Elle ne lit pas. Elle parle. Sa voix est basse au début. Puis vacille. Puis se casse. Elle raconte les coups. Les nuits sans fin. Les murs qui entendent tout, mais ne parlent jamais. Son frère. Sa mère. Et surtout, ce qu'on lui a volé. La confiance. Le sommeil. Le corps. Personne ne l'interrompt. Personne ne la regarde comme une folle. Et surtout, personne ne dit « tu exagères ». Lucie pleure. Mais ces larmes-là ne sont plus seules. Dans la salle, d'autres pleurent aussi. Pas par pitié. Par reconnaissance. À la fin, il y a un silence. Un silence qui ne juge pas. Un silence qui comprend. Puis une femme se lève. Puis une autre. Elles s'approchent. Elles la prennent dans leurs bras. Elles disent merci. Ce jour-là, Lucie n'est plus une victime isolée. Elle devient une voix. Une preuve vivante que parler peut guérir. Et qu'il n'est jamais trop tard pour être cru. Un matin d'automne, le téléphone sonne. Lucie hésite à répondre. Le numéro est inconnu. Une voix d'homme, calme, posée. Bonjour. Je pense que je suis votre fils. Le monde s'arrête. Elle n'a pas de mots. Seulement un souffle coupé. Lui, il parle doucement. Il explique. Il a grandi en foyer. On lui a dit qu'il était né sous X. Mais un jour, il est tombé sur ce blog. Des mots. Une date. Un prénom effacé. Et il a senti que c'était elle. Ils se voient quelques semaines plus tard. Un petit café, à mi-chemin. Elle le reconnaît tout de suite. Le même regard. La même façon de baisser la tête quand il réfléchit. Il n'a pas de colère. Pas de reproche. Juste une immense curiosité. Qui étais-tu? Et, peut-être, une attente fragile. Qui es-tu, maintenant? Lucie tremble. Elle a peur d'être rejetée. Mais il lui prend la main. Et il dit doucement. J'ai toujours voulu savoir. Je ne t'en veux pas. Ils se parlent pendant des heures. Il rit aussi. Ce rire maladroit de ceux qui se découvrent après une longue nuit. Ils partagent des silences. Mais pas les mêmes silences qu'avant. Ceux-là sont doux. Habités. Un jour, il l'appelle maman. Elle s'arrête, choquée. Puis elle pleure. Elle n'avait jamais imaginé entendre ce mot. Pas pour elle. Pas si tard. Elle a 60 ans. Et pour la première fois, elle se sent mère. Pas volée. Pas honteuse. Juste, entière. Elle n'avait jamais pensé devenir autrice. Encore moins conférencière. Mais un jour, son fils lui dit. Tu devrais écrire tout ça. Pas pour toi. Pour les autres. Alors elle le fait. Un petit cahier d'abord. Puis un manuscrit, maladroit mais sincère. Elle l'imprime avec ses économies. Tirage limité. Couverture sobre. Pas de maison d'édition. Le titre. Ce que je n'ai jamais su dire. Elle envoie quelques exemplaires à des associations, à des bibliothèques. Et, contre toute attente, on l'appelle. Un lycée. Puis un autre. On lui demande. Pourriez-vous venir témoigner? Elle accepte. Tremblante, mais décidée. La première fois, elle entre dans une salle de classe. Une trentaine de jeunes, rieurs, distraits. Elle se présente. Puis elle raconte. Sa voix vacille, parfois. Mais elle va jusqu'au bout. Quand elle termine, il y a un silence. Pas le silence gêné. Un silence qui écoute encore, même après les mots. Une élève lève timidement la main. Madame, est-ce que c'était de votre faute? Lucie sourit, doucement. Non. Ce n'était pas ma faute. Et si un jour tu vis quelque chose de sale, je veux que tu saches ça, ta honte n'est pas à toi.
Elle appartient à celui qui t'a fait du mal. Dès lors, elle ne s'arrête plus. Elle parcourt la France, de lycée en centre social. Elle lit des passages de son livre. Elle répond aux questions. Elle pleure parfois, mais elle rit aussi. Parce que désormais, elle n'est plus seule. Écrire, ce n'était pas pour se souvenir. C'était pour transmettre, pour briser le silence qu'elle avait tant subi. Et semer, chez les autres, un peu de lumière. Elle regarde la maison. Vieille, lézardée, envahie par les herbes folles. Le portail grince encore quand on le pousse. Tout est silence, mais un silence différent de celui d'avant. Celui-ci n'est plus une menace. C'est un adieu. Une caméra glisse lentement dans le couloir. Les murs sont vides, mais leur mémoire est pleine. Chaque planche, chaque carreau de carrelage a vu, entendu, enduré. Mais aujourd'hui, c'est elle qui parle. Voix off. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une survivante. Et ce mot, survivante, je l'ai mis longtemps à prononcer. Parce que survivre, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est décider, chaque jour, de ne pas laisser les bourreaux avoir le dernier mot. Elle n'a jamais eu de justice officielle. Aucun procès, aucun aveu, aucun pardon. Mais elle a eu autre chose. Des jeunes filles qui lui écrivent. Des femmes qui la serrent dans leurs bras après une conférence. Un fils qui l'appelle maman. Et ça, aucun juge n'aurait pu le lui donner. Dernière image. Une façade qui s'effrite. Une fenêtre cassée. Et une voix qui résonne. Ce qu'ils appelaient maison, moi je l'appelais prison. Mais j'en suis sortie. Et maintenant, je construis. Pas des murs. Des pots. Fondus au noir. Texte à l'écran. À toutes celles et ceux qui ont survécu en silence. Ce film est pour vous. Musique douce, discrète. Pas de triomphe. Juste la paix.